Aura des journalistes, hein, mais commençons avec les politiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal exactement, les politiques, Raphaël Glucksmann? En gros, ils ont arrêté de faire de la politique, puisque en 1989, ils ont pensé que tout était réglé, que la démocratie était acquise, qu'il n'y avait plus besoin de réfléchir aux idées, aux alternatives par rapport à la réalité qui était donnée. Et donc, ils ont transformé la politique en gestion. Et fondamentalement, la politique, c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie de la démocratie. La politique, c'est pas juste la com et la gestion. La politique, c'est d'avoir des idées tranchées et des clivages tranchés. Et pour moi, le principal problème aujourd'hui de la décrédibilisation de la parole politique, c'est que fondamentalement, la République, c'est un modèle qui repose sur un récit ou sur l'opposition de plusieurs récits. Et que vous ne pouvez pas avoir de vivre ensemble s'il n'y a pas de récit à écrire en commun. Et c'est d'autant plus grave pour la gauche par rapport à la droite, selon moi, c'est que la gauche, c'est ce récit de changement du réel. Et qu'à partir du moment, mais qu'elle soit de gauche modérée ou de gauche radicale, c'est un récit de changement du réel qui est fondé sur l'idée, depuis la Révolution française, de la nuit du 4 août, et donc de l'abolition des privilèges. Et qu'à partir du moment où un gouvernement, par exemple, qui vient et qui demande aux Français des sacrifices, de faire des réformes qui sont difficiles, ne commence pas, mais même par exemple en Italie, c'est un gouvernement qui a aussi fait des réformes difficiles et libérales, dans un sens libéral, mais ils ont commencé par demander des sacrifices aux élites, qu'au moins il y ait le sentiment que la gauche c'est un changement. Et la gauche, à mon avis, meurt quand elle n'est plus une alternative au réel et qu'elle se transforme en pure gestion. Ça peut fonctionner pour la CDU, mais ça ne fonctionnera pas pour la gauche française. Laurent Geoffrin, pas d'accord? Je trouve c'est vrai, tout ça, c'est juste, mais on est trop sévère avec les hommes politiques. D'abord, c'est les électeurs qui les élisent quand même. C'est ce que disait Nicolas Bouzou. S'ils en voulaient d'autres, ils pourraient les changer. Ils ne les changent pas. Leur défaut principal, c'est leur manque de résultats. Si vous allez en Allemagne, la crise du politique en Allemagne, oui, il doit y avoir des crises de politique. Il y a des coupures, tout le phénomène qu'on voit là, on doit les voir. Simplement, vous constatez que la chancelière allemande, elle a été réélue triomphalement. C'est une des seules en Europe. Mais pourquoi? C'est parce que c'est une des seules en Europe qui a obtenu les résultats, qui a effectivement fait diminuer le chômage, qui a effectivement diminué les déficits. Donc quand vous réussissez ce que vous entreprenez, même si c'est gestionnaire, ça ne suffit pas, évidemment, il faut qu'il y ait aussi un projet, même si possible de l'imagination, un rêve. Mais si vous réussissez ce que vous entreprenez, la crise du politique se réduit tout d'un coup. Il n'y a pas en Allemagne, la démocratie fonctionne. Et puis j'ai une deuxième remarque, c'est que c'est vrai que la démocratie est en crise. À mon avis, elle est en crise depuis sa naissance. Je n'ai pas souvenir dans l'histoire des 2 siècles qui viennent de s'écouler d'une période où on a dit mais ça fonctionne très bien. On n'a jamais dit ça. La République a mis un siècle à s'installer, elle a été contestée violemment, parfois même par les armes. Au XXe siècle, vous avez, après la guerre de 14, on a commencé à dire mais la démocratie ça marche pas, et regardez les dictatures ça marche beaucoup mieux, à l'Est ou bien les fascistes. Et puis après la guerre mondiale, il y a eu un consensus sur la démocratie, en crise toujours, décolonisation, gaullisme, putsch de 62, c'est toujours en crise la démocratie. Pourquoi? Parce que c'est un régime humain. C'est sa force. C'est un régime qui correspond à l'imperfection des hommes. Et donc ce régime correspond à ce que les gens veulent. Ils ne veulent un régime parfait. Moi, quand j'entends le régime parfait, l'utopie, je dis la police, c'est pas loin là. La police, c'est pas loin. Et donc vous avez un régime qui, organise les libertés publiques, c'est-à-dire le dissensus, c'est-à-dire le désordre, la confusion. On ne sait pas où on en est. L'identité disparaît, ça va plus, où est-ce qu'on va, etc. Oui, mais c'est ça la démocratie, c'est l'imperfection. Richard Millet? L'idée d'imperfection de l'homme en tant que catholique m'intéresse beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit ça que vous vouliez dire. Non, j'ai parlé de l'imperfection. Oui, mais moi j'aime la pureté, j'aime l'idée oui, c'est ça qui est dangereux. Vers ça. Pas du tout, c'est pas dangereux. Pourquoi ce serait dangereux? Parce que tous les régimes qui ont essayé de faire un régime pur ont mis les gens en prison, ou les ont tués. C'est un raccourci un peu... Enfin, on peut parler aussi de la... historique, c'est l'histoire. Je n'ai pas parlé de la pureté en politique, je parle de la pureté de l'homme. L'idée de se purifier, voilà. Pour être plus politique, ce que vous disiez à propos des grands récits, je suis tout à fait d'accord, mais à condition que ces grands récits ne soient pas coupés des grands récits du passé.
Il me semble qu'ils doivent se nourrir. Or, ce que le capitalisme mondialisé est en train d'organiser, notamment en France, c'est une coupure, une répudiation radicale de tout ce qui a précédé, notamment dans l'enseignement, en refusant, en abandonnant l'enseignement de la langue, tout simplement. À partir du moment où l'enseignement de la langue est abandonné, vous n'avez plus de consensus, vous n'avez pas de vivre ensemble possible. C'est pour ça que je parlais d'un peuple éclaté. Vous voyez, donc, et la démocratie, puisque vous y croyez, a tout à perdre de se couper de ce passé. Mais il y a deux grands récits possibles en France. Il y a un récit qui se focalise sur les racines, qui est le récit qui aujourd'hui est, à mon avis, en train de triompher malheureusement, et un récit qui se focalise sur le projet. La République, c'était un projet qui rassemblait des communautés diverses, des gens qui intégraient, sans avoir les mêmes racines, qui intégraient un projet commun. Moi, ce que je déplore, c'est que l'absence de projet commun, d'histoire commune, qui faisait que les gens qui figurent sur l'affiche rouge ont tous des noms à consonance étrangère et pourtant sont morts en héros pour la République française, ce projet-là, il ne parle plus aux gens simplement parce qu'il n'est plus dit. Et qu'aujourd'hui, le seul projet qui est proposé aujourd'hui de manière cohérente et idéologique, c'est celui qui est proposé tant par Zemmour que par Le Pen, qui est un projet de retour aux racines et aux identités. Les Français, ils ont été républicains pendant 3 siècles parce que, fondamentalement, pour paraphraser Rushdie, ils avaient des pieds plus que des racines. Et ça, on est en train de le perdre, à mon avis. C'est ce qui crée une crise profonde, d'abord pour la gauche, mais pour la République française en général. Nicolas Bouzou. Oui, moi je crois que le bon récit, en réalité, c'est le récit qui fait le lien entre le passé et l'avenir, justement. C'est-à-dire que si vous considérez, ce qui est mon cas, qu'on est au début d'une grande transformation économique, mais pas seulement économique. Moi, je suis un peu marxiste, c'est-à-dire que j'adhère à la conception matérialiste de l'histoire. Je pense qu'il y a des changements économiques, il y a des changements sociaux, il y a une mutation du travail, il y a une mutation des idéologies, il doit y avoir une mutation du politique. Donc si vous pensez que vous êtes au début de tout ça, certes, il avait très difficile de conserver le passé en l'état. C'est ce qu'un très grand économiste du XXe siècle, qui s'appelait Joseph Schumpeter, appelait la destruction créatrice. C'est-à-dire que quand vous avez des nouveautés dans l'économie, eh bien, au fond, vous avez un nouveau monde qui essaie de remplacer un ancien monde. C'est l'électricité qui remplace la chandelle, c'est la voiture qui remplace le fiacre, et donc qui fait changer aussi les modes de transport, qui fait changer les modes d'urbanisation, qui fait changer les façons de penser. Donc c'est tout ça. Mais nous, on est Européens. Et le génie de l'Europe, c'est justement d'arriver à faire le lien entre le passé et l'avenir. C'est très différent de l'Asie, du monde émergent, disons, ou des États-Unis. Je vais prendre un exemple pratique en 15 secondes. L'hôpital du futur. Je travaille dans le domaine de l'économie de la santé. L'hôpital du futur, c'est un hôpital sans murs, sans lits, pardonnez-moi, avec beaucoup de haute technologie. Quand vous êtes chinois, vous dites, on va construire directement un hôpital du futur. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'hôpitaux du passé, donc on va faire directement un hôpital sans lit, ça va être formidable. Quand vous êtes américain, vous dites, on va fermer les vieux hôpitaux et on va ouvrir de nouveaux hôpitaux. Et quand vous êtes européen, eh bien, vous devez faire avec vos anciens hôpitaux et à partir de là, vous devez inventer l'hôpital du futur. Et pardonnez-moi, je sais qu'on est regardé dans toute la France, mais si vous êtes parisien, bien souvent, l'hôpital, il est classé monument historique, et donc vous devez faire avec l'architecte de France. Et c'est ça, le génie européen et le génie français, c'est la grande difficulté. Mais c'est justement d'essayer de faire du nouveau avec de l'ancien. C'est plus difficile, mais je pense qu'il y a de quoi construire un discours mobilisateur. Moi, je suis d'accord sur la jonction entre le neuf et l'ancien. Le problème, c'est que là, singulièrement à gauche, on est quand même plus tiré vers l'ancien. Alors qu'à droite, on soit tiré vers l'ancien, c'est assez logique, puisque le projet est quand même plutôt de reproduire l'ordre existant, mais du côté de la gauche qui, historiquement, vise à transformer le réel, à modifier l'ordre des choses existantes, le problème, c'est que là, on est plutôt du côté du passé qu'en bonne projection. Et donc, il faut tirer vers ce récit qui nous projette dans l'avenir, et c'est ça qui manque. Et je trouve que le président de la République, François Hollande, quand il était candidat, il s'était vanté d'être l'homme normal, et je trouve qu'on a peu entendu ce que voulait dire profondément cette assertion « je suis un homme normal ». Qu'un homme de gauche revendique la normalité doit nous intéresser, parce qu'au fond, la normalité, c'est quand même la reproduction de la norme et donc de l'existant. Et la politique, c'est ce que disent d'ailleurs les amis de Podemos en Espagne, qui ont cherché justement à trouver d'autres formes pour mobiliser, d'autres manières de raconter le monde et de mettre en mouvement la société. Je trouve que c'est intéressant, ils disent la politique c'est créer. Ils rappellent cette chose aussi simple que ça, la politique c'est créer. Et aujourd'hui, je crois que la politique est en panne de création. Et pour créer, et cette création, elle permet d'être en lien avec le mouvement et donc avec la représentation du peuple. Le peuple, le peuple, il n'existe pas en soi, il existe parce qu'il se représente lui-même.
C'est comme cela qu'il devient un acteur de l'histoire. C'est parce qu'il se représente lui-même. Et pour qu'il se représente lui-même, encore faut-il qu'il y ait ce travail de création qui suppose de mobiliser les intellectuels, le monde artistique, le mouvement social dans tout ce qu'il peut produire. Et je crois que là, la jonction avec l'espace politique, aujourd'hui, est malheureusement un peu perdue pour des tonnes de raisons qui ont à voir avec aussi les normes néolibérales telles qu'elles cassent. Qu'elle casse d'abord les sécurités de chaque individu qui finit par être replié sur lui-même, qui a peur de l'avenir, qui a peut-être plus de mal à exercer ses solidarités parce que l'usine d'hier n'est plus et qu'on ne sait plus bien quel est le lieu. Moi, je pense que c'est la ville, et je constate d'ailleurs qu'en Espagne, comme en Grèce, ce sont les places qui ont été prises, et donc je pense qu'il y a autour de la ville quelque chose qui peut permettre à nouveau de fédérer le peuple. Mais on voit bien qu'il y a des nouvelles formes, des nouvelles manières de parler aussi du peuple, parce que le peuple, ce n'est plus non plus l'ouvrier dans l'industrie automobile de la périphérie urbaine. Maintenant, ce sont les femmes qui sont caissières en 3-8, ce sont les travailleurs immigrés dans le bâtiment, ce sont les jeunes précaires qui bossent chez McDo, les intellos aussi précaires. Et tout cela n'ont pas encore conscience qu'ils peuvent faire force commune et donc arriver à se projeter ensemble. Et ce travail de projection, j'y insiste, il se pose de tout simplement ne pas répéter sans cesse l'existant, ne pas se mouler dans les normes et avoir cette audace. Et je crois que nous manquons aujourd'hui à gauche singulièrement de cette audace. Mais pour aller dans le sens de ce que vient de dire Clémentine Autain, il faut s'entendre sur les mots. Je ne pense pas qu'il y ait une crise de la démocratie. Il y a une crise d'une forme particulière de la démocratie qui est la démocratie représentative. Et de toute façon, on pourrait éventuellement dire qu'on est en train de vivre la fin de l'identification naïve et qui était précaire, provisoire, entre l'idée de la démocratie et la représentation, notamment par voie électorale. Mais l'idéal ou l'idée même de la démocratie, on l'a vu avec le printemps arabe, on le voit aujourd'hui en Espagne avec Podemos, on l'a vu depuis janvier avec Syriza. Il est extrêmement vivant, mais une autre démocratie, une démocratie réelle et qui ne serait plus seulement une démocratie formelle. Et il y a un nombre d'innovations et de réflexions autour de ça, une aspiration à la démocratie directe qui a du mal à prendre en France. Mais, on en reparlera plus particulièrement tout à l'heure avec Dominique Rousseau. Mais je voudrais vous poser la question, est-ce que le divorce est idéologique? Parce qu'on a vu tout à coup, comme si deux camps nouveaux se dessinaient à l'issue de ces élections. Et tout à coup, on a beaucoup entendu parler de l'UMPS, par exemple. Regardez.